Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Alors, je suis très content de tourner cette vidéo avec une vieille habituée maintenant, Chris. Bonjour Chris. Bonjour Gérard. Alors Chris, c'est entre nous, mais c'est Christine Barcy. Voilà. Ça doit être la 4e ou 5e vidéo qu'on fait ensemble. On en a fait déjà 4. Voilà, donc c'est la 5e. Et là, je suis d'autant plus content que c'est un peu la reprise. C'est pas la rentrée scolaire, mais presque. C'est la première vidéo de l'année que je tourne. Et c'est vrai que ça m'a un peu manqué ces derniers mois de l'année précédente, puisque vu la pandémie, j'ai été obligé d'annuler tous les rendez-vous que j'avais pour les vidéos. Et donc là, c'est une reprise. Voilà. Et encore, je voulais t'éviter de venir en plein hiver. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, je suis très content d'être là. Et donc, on va parler de tes nouvelles sorties. Donc, oui. Il y a 2 nouvelles sorties. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, très rapide, très court, très rapide pour les gens qui te voient pour la première fois, qui n'ont pas vu les précédentes. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et surtout comment tu en es arrivé là, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, j'écris depuis 1998. Mon premier roman a été écrit à cette époque. Alors, rien de publié, mais ça m'a donné le goût de continuer, de ne plus arrêter d'écrire, en fait, de ne plus jamais arrêter. Donc tous les jours, j'écris. Sinon, j'ai un métier qui est responsable ressources humaines, responsable développement des ressources humaines. En fait, il y a une petite nuance. Parce que j'aime bien m'occuper des gens, de leur formation, de leurs compétences à acquérir. Faire en sorte que dans une entreprise, ils se sentent mieux et qu'on les accompagne. Oui, bien sûr. Et je suis à la base scientifique, en fait, de par mes études. Donc j'aime beaucoup traiter des sujets scientifiques et humains, puisque de par mon métier, et ce que je reproduis du coup dans mes romans. Parce que c'est ma passion, en fait. Voilà. Ok. Voilà pour retracer rapidement. D'accord. Tu veux que je parle de ce que j'ai fait cette année on fait peut-être une rapide, on appelle ça, tour d'horizon, rétrospective. Ouais, de ce que tu as déjà fait. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est fait. En fait, je viens de publier le 10e de mes romans. Mais c'est en 2017 que l'aventure a vraiment commencé par la publication par un éditeur de mon premier roman, qui est devenu une trilogie, Déviance, que tu as lu, Gérard. Que j'ai lu avec bonheur et passion. Voilà, c'est une romance vampirique en fait, mais avec du mysticisme, comment on appelle ça, enfin voilà. Oui. De l'occulte, évidemment. Vous voyez à l'écran les couvertures des bouquins. Lisez-les, c'est vraiment, moi personnellement, j'ai adoré. Ensuite, en fait, j'avais fait mon premier roman, mais ceux qui sont amoureux de ce type de lecture, et même certains qui ne l'étaient pas d'ailleurs, auraient bien aimé un tome 2, ce que je n'avais pas envisagé. Mais comme j'avais un tome 3 un manuscrit qui aurait pu correspondre à un tome 3, j'ai fait le tome 2 pour faire la liaison. Et la trilogie Déviance est arrivée. Voilà, publiée aussi par le même petit éditeur. Qui aime bien mon... qu'on peut nommer d'ailleurs. Oui, 500 éditions en fait, une petite maison d'édition indépendante, franco-suisse, qui me laisse tout loisir d'écrire et de choisir mes couvertures, ce qui est important. Oui, bien sûr. On n'est pas toujours d'accord, mais j'ai toujours le dernier choix. Pour les couvertures, c'est vraiment important pour un écrivain en fait, de choisir de son univers, c'est aussi l'image en fait. Donc il y a eu cette trilogie Déviance. Ensuite, j'ai écrit un roman de science-fiction qui me tenait à cœur, qui est L'éveil du dieu serpent, qui allie toujours en fait le mysticisme, on va dire. Il y a du mysticisme, il y a du scientifique dedans. Et là, c'était l'émergence de races extraterrestres, on va dire, mais qui sont là depuis bien longtemps. Et j'en ai profité pour faire un roman toujours avec une grande passion amoureuse, toujours tout au long de mes histoires, mais avec beaucoup de science,
beaucoup souvent de génétique dans ce roman-là, L'éveil du dieu serpent. Ouais. Oui, oui. Voilà. J'ai bien aimé aussi celui-là. Voilà, ça met en exergue des comportements, des réactions humaines face à l'inconnu. C'est vraiment, enfin, j'aime bien travailler ce sujet. Ensuite, il y a eu mon entité alien dans Solace, Ouais. la mission d'une astrophysicienne qui va se rendre sur un astéroïde en fait pour travailler en équipe, et une entité va apparaître en fait. Ils ne le savent pas. Et je n'en dis pas plus. Hein. C'est pas un genre du tout de film alien, hein, ça n'a rien à voir, mais bon voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu le cycle des 3 marches, même qui est venu avant celui-là. Ouais. Avant celle-là. C'est 2 tomes. Il y a Terralène et Mutagenèse. C'est voilà, un cycle des 3 marches, un planète opéra comme j'aime, que je décrirai tout à l'heure ce que c'est. Voilà, c'est une planète hors la Terre et on découvre son monde. Ensuite, il y a eu quoi? En fait, il y a eu le premier de cette trilogie. D'accord, d'accord. Donc 10 romans publiés, dont le dernier était publié le 31 décembre 2020. D'accord. En dépit du contexte. Donc là, la trilogie s'appelle La Passion de l'Arachné. L'arachnie. Moi je dis l'arachnie, mais certains disent l'arachné. Ouais. Voilà, c'est pas... L'arachnie, l'arachné. Et le tome 1 s'appelle l'Odyssée. Donc voilà le tome 1. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Oui. Tu préfères expliquer livre par livre ou non, je pense que je vais faire l'ensemble de la trilogie en fait. Donc, et je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Surtout pas. Voilà. Pas. Donc le tome 2 s'appelle Thanaos. Thanaos. D'accord. Alors, petite critique, hein, si je peux me permettre. Oui. Le blanc sur... Oui, je sais. C'est pas top. Hein. Oui. Moi, j'ai dit, moi qui n'ai pas une très très bonne vue, j'ai un peu de mal à le lire. Thanaos. D'accord, ok. Donc voilà, le tome 2. Et le dernier tome, c'est le dernier tome ou c'est le tome 3? C'est le dernier tome à ce jour. Oui, à ce jour. Rien n'empêche justement d'en faire plus tard une suite, mais ça se termine déjà là. D'accord. C'est déjà bien. Donc qui s'appelle Le bal du Léviathan. Voilà. Ok, bah vas-y, parle-nous un peu de cette trilogie. Voilà. Alors ce que je peux dire, parce que j'ai pas dit ce que j'avais fait cette année en fait, en 2020, en dépit du contexte, j'ai écrit ces 3 tomes en une année. Je pensais en écrire un, j'espère en écrire un, en tout cas le premier tome, et je me disais que peut-être le deuxième tome pourrait être écrit. Et je me suis dit que c'était dommage qu'il se passe beaucoup de temps entre les tomes, et tout en gardant la qualité d'écriture, je me suis arrangée dans cette existence de cette année à trouver du temps pour écrire plus rapidement. Et mon éditeur m'a vraiment suivi parce que je lui avais dit, voilà, peut-être je peux même vous le donner en avance, elle a vu la qualité d'écriture. Du coup, elle a mis beaucoup moins de temps derrière pour son retour et son travail. On a vraiment, c'était une équipe là. D'accord. Merci à 500 éditions. Et voilà. Et du coup, il est sorti le 31 décembre. Alors 500 éditions, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une édition franco-suisse. Oui, c'est ça. Mais si on veut acheter tes bouquins, on les achète où? Ils s'achètent en commande dans toutes les librairies qui travaillent de manière standard avec les bases de données internationales d'Illicom. D'accord. Oui, ok. À la FNAC en commande. Voilà, ils ne sont pas forcément dans les rayons. Certaines librairies en ont, mais en général c'est sur commande sans problème. Et bien sûr sur le site de l'éditeur. Oui. Et pour ceux qui seraient dans ma région, que ce soit le Perche ou le 94, j'ai aussi du stock pour dédicacer personnellement les romances que je fais de temps à autre. Bien. Voilà. N'hésitez pas à faire dédicacer vos livres. Dans 20 ans, ça vaudra une fortune. Voilà, je vais directement parler... Explique-nous un peu de quoi... Tout à fait. Donc, pour juste dire, le premier tome s'appelle l'Odyssée. C'est vraiment... en fait, c'est une scientifique et une éthologue,
qui s'occupe de tout ce qui est relation entre les humains, la faune, la flore, voilà, et qui est mandaté par des équipes scientifiques terriennes pour se rendre avec une équipe qui va être construite voilà, à ce propos, dans des territoires d'une colonie excentrée de la Terre, la scientifique y habite, hein, pour aller étudier des races mutantes parmi les plus redoutables, pour déterminer s'ils sont assez humains pour intégrer en fait la civilisation pro-humaine. Voilà. Ça c'est la version officielle. Officieusement, ce n'est pas ce que les terriens veulent, ils veulent que cette race soit exterminée. Elle va tout faire pour les sauver. Pour monter, malgré le danger qu'il y a à les côtoyer. D'accord. Donc le premier tome, en fait, il s'agit de l'Odyssée, c'est-à-dire du parcours, du long cheminement vers ces territoires. C'est une vaste planète, en fait, et avec son équipe, jusque sur ces territoires qui est notamment Tanaos, qui est une jungle mystique, en fait, sur les territoires des hommes arachnides, notamment. Ils vont rencontrer des races mutantes, il va y avoir des interrelations. Hein. Voilà pour ce premier tome. Le deuxième tome, ils sont dans la place. D'accord. Il va y avoir donc des interrelations plus enrichies avec les races mutantes de tout genre, hein, qui peuplent ces régions, et notamment des confrontations et des contacts avec le peuple arachni. Voilà. Alors tu parles de race mutante. Ça sous-entend que il y a eu une mutation, donc à l'origine ils étaient comme Alors en fait, tout vient, c'est vrai je n'en ai pas parlé, mais des terriens et des lobbies scientifiques terriens qui ont voulu, du fait des radiations trop importantes sur Terre, modifier le génome, comme on se trouve actuellement, modifier le génome des humains pour les faire d'autant plus résister à ces radiations. Les insectes, comme les fourmis, mais tout type d'insectes, les arachnides, sont beaucoup plus résistants que nous autres humains. Donc ils ont mélangé des gènes humains et d'animaux ou d'insectes, hein, avec des bactéries qui peuvent résister, voilà, des virus. Oui. Donc c'est étrange que j'ai écrit ces livres bon, cette année, mais ils sont écrits depuis bien longtemps en fait. Voilà, et du coup, des mutations apparaissent qui ne sont pas forcément désirables, c'est-à-dire ça engendre de redoutables êtres qui sont plus forts que les humains standards, et donc des conflits, évidemment, genre prédateurs et victimes. Et il va y avoir un essaimage, les terriens vont envoyer des races mutantes sur des colonies excentrées qu'ils gèrent, voilà, pour s'expandre notamment, mais aussi pour... Ils vont créer d'autres races pour abattre certaines races ou les diminuer, mais du coup ça ne fait qu'empirer. Oui, non, bien sûr. Oui. Voilà, c'est ça la base. Comme quoi les humains n'apprennent pas. Hein. Parce qu'on a déjà eu des expériences comme ça sur Terre. Oui, tout à fait. Loin. Tout à fait. Entre autres en Australie. Oui. En Australie, à une époque, il y avait une recrudescence de... Je sais plus quoi, c'était des... Enfin, je sais plus ce que c'était. Et ils ont importé des grenouilles, des crapauds, pour pouvoir éradiquer cette invasion. Et ces crapauds ou ces grenouilles qui ont envahi des régions complètes. Oui, et on ne gère plus derrière, c'est hors contrôle. Voilà. Ouais. Donc on a déjà eu sur Terre ce genre d'expérience, et on a été capable de la reproduire à l'échelle universelle, quoi, enfin, ailleurs. Quoi. Donc c'est le jeu, hein, c'est le jeu comme, voilà. D'accord. On va dire des lobbies scientifiques qui ne gèrent pas leurs créatures, finalement. Comme d'habitude. Voilà. Le troisième tome, en fait, alors je ne vais pas en dévoiler trop, mais alors toujours il y a deux personnages, hein, l'héroïne est scientifique, et travaille pour la junte scientifique terrienne, on va dire, même si elle est sur la colonie Xaltaïr et elle est pro-mutante. Et le personnage qui est le pendant, qui est masculin, lui est un homme arachnide. D'accord. Donc voilà, ça génère beaucoup de réactions émotionnelles. Voilà. Et cette scientifique va vouloir vraiment défendre le sort de ces mutants. Pas que, d'ailleurs, elle va vouloir défendre d'autres races. Et se demande si elle ne ferait pas mieux de revenir à la civilisation
pour les défendre mieux. Mais le pourra-t-elle? Est-ce qu'on l'empêchera? Parce que normalement, quelqu'un qui pénètre dans ces régions tanaïennes, notamment très fermées, où le peuple mutant vraiment ferme pour qu'il soit indépendant, autonome, est-ce qu'on la laissera voilà. On a la réponse dans le livre ou il faudra attendre le tome 4? Non, la réponse. Après, je pourrais toujours faire vivre. Oui, bien sûr. Il y a d'autres aventures que Bien j'ai. sûr, Voilà. bien sûr. Sinon, en fait, cette trilogie est une trilogie de science-fiction passionnelle, parce que c'est toujours une très belle histoire d'amour qui est le sous-tend. Et j'en profite pour mettre tout ce qui est scientifique, technique et humain dedans. Bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que cette trilogie fait partie d'une saga que je mets en place, donc on va dire quasiment avec cette trilogie, même s'il y a un autre livre qui est sorti avant. Il y aura d'autres mondes que je vais créer. Ce sera la saga des mondes unifiés, des mondes mutants. Je n'ai pas encore figé la terminologie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pensais la saga des mondes unifiés, mais mondes unifiés, ça ne veut pas dire qu'ils soient vraiment unis, mais voilà, c'est un tout. Ou la saga des mondes mutants. Il faudrait bien que je choisisse. Ouais. Tu as une préférence, Gérard? J'aime bien les mondes mutants, je trouve ça pas mal. Oui, au départ je voulais Déviant, mais Déviant j'ai déjà oui, Déviance, alors ça oui. va être trop là. Donc peut-être les mondes mutants. J'ai vu que la dernière fois quand je l'annonçais, tu n'étais pas très intéressé par la saga des mondes unifiés. Parce qu'ils n'ont unifié que le nom pour l'instant. Oui, bien sûr. Sinon, en fait, voilà, donc dans cette saga, la passion de l'Arachnie est à une bonne place. Ouais. Mais d'autres mondes, donc soit des histoires en parallèle, de mondes où toujours avec la Terre qui a essaimé ses colons sur différents mondes, et donc l'histoire sur ces mondes avec des personnages, un jour peut-être qu'ils rencontreront les personnages de la passion d'Arachnie. Et avant cette trilogie, il y a d'autres histoires qui se placent avant, où vraiment, donc c'est déjà écrit mais pas du tout finalisé, où en fait on est vraiment sur Terre par exemple, et là c'est là où se passent les problèmes. Et là où on va créer les races, le travail des scientifiques, tout ce qui est laboratoire, même pharmaceutique et autres, que j'appelle les alchimistes. Leur travail de sape par derrière D'accord. pour saper le genre humain. Je ne sais pas si tu es très très série de science-fiction. Si, j'aime bien. Si, t'aimes bien. Alors, ce que tu es en train d'expliquer, ce schéma, c'est quelque chose qui est très à la mode dans les séries. Moi, entre autres, je suis avec passion les séries Marvel et les séries DC. Marvel, c'est fantastique, non? Ou non, c'est vraiment Marvel, c'est Marvel, c'est science-fiction avec des mutants. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et d'ici, c'est Superman, etc. Oui. Et dans ces différentes séries qui sortent actuellement, alors je ne me souviens plus du terme anglais qu'ils utilisent, mais on retrouve, par exemple, il y a une série qui s'appelle Flash, il y a une série qui s'appelle Arrow. D'accord. Et il y a une série, enfin bref, il y a différentes séries comme ça. Et qui au départ étaient complètement indépendantes. Et puis brusquement, tu t'aperçois dans la saison 2 ou dans la saison 3 qu'il y a des liens entre ces... Alors, je sais qu'il y a un nom, ils ont donné un nom spécial à ça, mais là je viens de finir la dernière saison de Flash, et j'ai retrouvé des héros de plusieurs séries qui se retrouvent. Oui, alors, oui, tout à fait. C'est un peu comme aussi... la guerre des étoiles finalement, parce qu'il y a eu un début, une fin, Oui. Sauf que la guerre des étoiles, il n'y a pas d'interaction avec d'autres films. C'est vrai. C'est un monde qu'ils ont créé. Oui. C'est un monde qu'ils ont créé. Tout à fait, c'est très, différent. Très vaste. Oui, bien sûr. Mais alors que là, c'est des séries qui au départ sont complètement indépendantes. Oui. Donc moi, en fait, c'était pas voulu à la base. J'ai écrit un certain nombre de romans qui sont vraiment dans mes tiroirs, qui vont sortir. Ouais. Et vraiment, je pense que comme le thème principal, moi, c'est tout ce qui est mutation, déviance, aptitude. J'adore.
de par mon métier. Oui. Du coup, je leur donne, je leur octroie des aptitudes dans chaque monde, chaque race, différentes. Et je me suis aperçue que mes romans tournaient autour d'un thème. Donc la passion d'Arachnie, bien, je vais la faire continuer à vivre par les autres romans qui vont venir enrichir en fait. Et ça fait un univers plus riche. Bien sûr. Mais j'ai pas fait, c'était pas volontaire à la base. Et du coup, pour l'auteur, c'est très inconfortable parce que je me retrouve avec une trilogie. Il y aura des livres, sans doute, j'en ai quelques-uns après. J'en ai en parallèle et j'en ai avant. D'accord. Donc, avec Solace que tu as lu sur un astéroïde, du coup, ça pourrait être une filière qui descend vers Arachnie à un moment donné ou à un autre. D'accord. Mais voilà, il y aura 2 romans entre. D'accord. Et c'est pas confortable parce qu'il faut rendre homogène quand même un petit peu ces mondes qui sont différents, très bien, tant mieux. Mais il faut une certaine cohérence dans certains termes, tout au moins, si on veut faire rejoindre les personnages. Bien sûr. Donc ce sera, voilà, l'auteur, c'est son travail et les lecteurs devront travailler avec l'auteur dans leur comment ils vont appréhender. Voilà. C'est un peu le travail qu'a fait Tolkien avec les livres qu'il a sortis. Oui, c'est vrai. C'est un monde complet qu'il a construit, et avec plein de royaumes différents, et qui viennent s'entrechoquer, se rencontrer. Oui. Et c'est un travail, j'avais lu tout un reportage sur le travail de création de Tolkien, et c'est faramineux ce qu'il a créé. Il a créé un langage, il a créé... c'est un peu le même genre de travail que tu fais. Oui, alors moi je crée des rites, des rituels, je crée, ça peut être des chants pour certains livres, ça peut être des coutumes, dans certains il y aura un oracle, d'autres ce sera un sorcier, d'autres... voilà, c'est très amusant. Ce que je n'ai pas dit aussi, mais j'en découvre au fur et à mesure des années, Gérard. On a fait le premier ensemble en 2017. Oui. Je ne sais pas si c'était en 2017 ou 2018, je crois, je sais plus mais je crois que c'était un peu rapidement derrière. Donc je découvre sur le sujet... De toute façon, Planète Gaïa TV existe depuis le mois de juillet 2017. C'est drôle. Donc moi, Déviance est paru en mai, et j'ai décidé un petit peu... Quand, il a fallu que j'ai une sortie d'entreprise pour pouvoir plus avoir le temps et de te contacter. C'est par LinkedIn que j'avais eu un contact qui m'avait conseillé, sans que j'ai rien demandé, en voyant Déviance, en me disant tu devrais appeler Gérard Canfin. Ah d'accord, merci Link. Voilà. Et du coup, j'en apprends donc tous les jours, encore. Et ce que je fais, moi, donc, c'est beaucoup de science-fiction, en dehors des romances vampiriques pour l'instant. Et dans le genre science-fiction, il y a un certain nombre de sous-genres. Oui, bien sûr. Des particularités. Et moi, je vois que je travaille surtout sur le genre planète opéra. En fait, c'est opéra planétaire. Qu'est-ce que c'est que l'opéra planétaire? On va créer une histoire qui se passe en dehors de la Terre, puisqu'on maîtrise la Terre, donc sur d'autres planètes, en fait. Et les personnages principaux, notamment, vont devoir en explorer toute la globalité de ce monde. C'est-à-dire explorer les êtres de différentes races. C'est le space opéra? Non. Le space opéra, en fait, c'est plus dans les étoiles, c'est-à-dire plus le transport, le voyage. Ah, d'accord. Où l'accent est mis surtout sur le voyage. Donc ça va être, je sais pas, l'existence d'une population de colons dans un vaisseau, c'est leur existence. Et l'important, c'est le voyage. Dans le planète opéra, l'important, il peut y avoir des voyages, mais l'important, ça se passe sur la planète en question. D'accord. Et ça, les personnages donc, vont explorer la faune, la flore, le genre d'être qui existe. Et voilà, ça c'est mon genre en fait, privilégié, je dirais, dans tous les romans de science-fiction que j'écris. Mais chaque fois, il faut que tu recrées un monde. Oui. Parce que sur chaque planète, c'est pas la même faune, c'est pas la même végétation. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui, en temps de confinement, je me suis dit ça hier soir quand j'ai vu. On voyage dans chaque livre, quel qu'il soit. Mais ce genre de voyage-là, on n'a pas besoin de rester chez soi. Enfin, on peut rester chez soi tout en voyageant très loin. Donc à chaque fois, oui, création d'un monde et les personnages découvrent ce monde. D'accord.
Et ce que j'aime bien Alors, attends, je m'excuse, je te coupe. Oui. Quand tu écris, ton monde, il est déjà construit ou tu le découvres au fur et à mesure que tu l'écris? Je le découvre au fur et à mesure. D'accord. Enfin, j'ai déjà une trame dans mes pensées, dans mon esprit, une trame de ce que ça sera, mais je ne connais généralement pas la fin. Ouais. Ça dépend des auteurs, hein. Il y a des romanciers qui savent tout déjà, qui ont besoin... moi, il y a une trame, il y a un résumé, il y a des bribes au début, et je laisse parler les personnages. Un certain nombre de romanciers font pareil, mais d'autres sont plus... Mais tu évolues avec eux, quoi. J'évolue avec eux. Ils évoluent et donc tu les accompagnes dans la révolution. Je découvre, voilà. Et au fur et à mesure des relectures, il y en a d'innombrables relectures. Oui, bien sûr. J'enrichis de choses tout à coup qui me viennent à l'esprit. Il faut qu'il y ait quelque chose et du coup, je vais le décrire un peu plus et je découvre. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit l'auteur ou le lecteur, il va devoir travailler avec les nouveaux concepts de pensée de ces êtres et de ces races qui ne sont pas de la Terre. Ouais. Donc on n'a plus de critères de référence. Les schémas sont très différents. De penser, on ne peut pas penser une race, des êtres d'une race différente ne peuvent pas penser pareil. Ils ont leur schéma de référence. Du coup, ça ouvre aussi bien l'auteur que les lecteurs en tout cas à percevoir des schémas de pensée tout à fait différents. C'est vraiment, c'est presque occulte, enfin je veux dire, tu rentres dans l'esprit de tes personnages pour les faire penser et il ne faut pas oublier ça. Donc voilà, ça c'était le Planète Opéra. Alors tu as déjà des idées précises ou c'est en cours ou de ce qui va venir après? Alors, pour cette année 2021, je suis sur un manuscrit que j'ai écrit, je crois que j'ai dû commencer en 2007. D'accord. Hein, donc il fait déjà plus de 500 pages. Mon problème va être, en fait, du coup je voulais écrire le tome 1, mais je m'aperçois que je préfère, tant qu'à faire, écrire le tome 2. J'avais déjà mis des bribes suffisamment pour me dire, il faut que je travaille en même temps pour qu'il y ait une cohérence. Ouais, d'accord. Et du coup, ça se passe sur un autre monde, mais ça fera partie de la saga des mondes mutants. Ouais, d'accord. C'est un tout autre monde que je ne vais pas décrire là, avec des personnages d'un tout autre genre, voilà, avec des interactions entre les personnages. D'accord. Une passion amoureuse, c'est très important pour moi qu'il y ait... mais avec, il n'y a pas que cela, parce que j'aime bien que les différents membres de certaines races, ou entre interraces, se découvrent. Donc il y a des amitiés qui se font, que j'essaye de faire très concrètes en fait. D'accord. J'aime bien, voilà. Donc je suis sur celui-là. Mon problème va être, est-ce que j'en fais qu'un tome, mais il devrait être peut-être très gros, peut-être, j'espère, voilà, c'est un peu la limite, je pense, de l'éditeur dans ce format. Donc il risque d'être plus gros que ça. Donc est-ce que j'en fais un tome ou deux? Tout va dépendre du tome 2 là que j'ai fini, mais il va falloir que je l'enrichisse aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, cette année, ce sera ce ou ces 2 tomes que je voudrais au moins publier un des tomes. D'accord. Il n'y aura pas 3, ce serait, je pense, là je pars d'un petit peu plus bas, donc il faut que je enrichisse un peu plus. Ok. Par contre, ce que j'aimerais aussi, moi, c'est trouver, en 2020, j'ai essayé de traduire Déviance. De traduire en anglais. Ah ouais. En anglais américanisé. Ouais. J'ai trouvé un outil mieux que Google pour le faire. Oui. J'ai cherché, j'ai trouvé et on m'a dit que c'était celui-là, c'est DeepL. Mais après, il faut relire, il y a des incohérences. Bon, maintenant, tu sais que tu peux le faire traduire. Alors, je peux le faire traduire, mais j'ai voulu éviter le prix. Hein. Ben, ça dépend, tu peux le faire traduire par des étudiants en langue. Oui, mais en général, on me dit qu'il vaut mieux des bilingues et de langue maternelle anglaise. Donc, en tout cas, moi, j'ai retravaillé tout derrière, j'ai finalisé, j'ai pas finalisé Déviance, mais j'en suis à un tiers. Mon éditeur était intéressé de voir, parce qu'il a fait une thèse en langue, mais il ne serait pas capable de traduire. Mais il a trouvé ça intéressant, il l'a fait lire à une de ses amies anglaises. D'accord. Mais cependant, ma traduction, il n'y a pas de faute. Mais elle voit bien que c'est écrit par quelqu'un qui n'est pas anglais. Donc ça c'est gênant, je trouve. Donc il faut que je trouve une autre, alors peut-être des étudiants, mais il faut qu'ils soient assez bons, sinon... Oui, non, mais de toute façon ceux qui font des traductions, généralement... Alors, je fais la recherche de ça. Ok.
Bon écoute, on ne fera pas une vidéo pour ta sortie de bouquin en anglais, Non. puisque nous, nos téléspectateurs, ils sont franco-français. Enfin, ils sont francophones plutôt, Oui. pas franco-français, francophones. Donc on va pas faire une vidéo pour un bouquin en anglais, c'est évident. Mais par contre, on va se revoir pour le prochain bouquin. Là, tu vas sortir. Alors, ce sera pas avant. Enfin, ce sera plutôt le deuxième semestre, D'accord. je pense. D'accord. Parce que j'anticipe. Ok. Sinon, il y a une phrase que j'adore à chaque fois. C'est une phrase de Georges Bernard Shaw qui dit, qui va bien avec mes thèmes, qui dit que vous voyez des choses et vous dites pourquoi. Et moi, je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis pourquoi pas. Oui. Et je trouve ça. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Oui, tout à fait. Chers amis, vous avez l'habitude, hein. Donc vous avez vu les couvertures de livres, ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez vu le bandeau qui défile en dessous avec les coordonnées de Christine Barcy. Si vous voulez la contacter, il y aura l'adresse du site, le site plutôt de l'éditeur. 500 éditions. Voilà. Donc vous avez tous les renseignements. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Oui, j'aime bien avoir un lien avec les lecteurs. C'est important. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail et elle vous répondra, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis l'aventure est terminée maintenant. Et je vous dis donc à bientôt. Oh là là, je bafouille en début d'année. À très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.